Bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser à un exercice d'induction assez classique, type rail de Laplace. Simplement, dans le dispositif, il y aura deux tiges mobiles. Donc, on va supposer un système qui se trouve dans le plan horizontal. Donc, vous avez des rails habituels. Il y a deux tiges qui peuvent se déplacer. Tout ceci est placé dans un champ magnétique qu'on supporte uniforme et constant. Il y a des distances entre les tiges. Les tiges ont une certaine masse que je n'ai pas indiquée, mais qu'on pourrait noter M. Donc chaque tige a la même masse. Et celle de droite est lancée avec une vitesse V0 et on essaie d'étudier la suite du mouvement en ne tenant pas compte des frottements, pour simplifier. Alors, on va commencer par essayer de comprendre qualitativement ce qui se passe, voir les principales lois à l'œuvre. On n'aura plus ensuite qu'à les écrire une par une. Donc un premier élément, c'est que lorsqu'on va lancer la tige vers la droite, eh bien, le déplacement de la tige vers la droite va entraîner une variation du flux magnétique. Parce qu'il va y avoir une variation de section, le circuit est pour l'instant représenté ici, et le circuit va grandir du fait qu'une des tiges se déplace vers la droite. Ensuite, le fait que le circuit se déplaçant, enfin augmentant, variant de taille dans la présence d'un champ magnétique, va entraîner une variation du flux magnétique et du fait de la loi de Faraday, on va voir apparaître une force électromotrice au sein du circuit. Le circuit étant fermé, en écrivant une loi d'émail, dans laquelle on négligera l'inductance propre, on va aboutir à un courant induit. Ce courant induit va entraîner l'apparition d'une force de Laplace sur les tiges. On aura des tiges en mouvement dans un parcouru par un courant en présence d'un champ magnétique, donc on aura des forces de Laplace. Et bien sûr, ces forces de Laplace, elles vont réagir à nouveau via un PFD. On va pouvoir voir l'action des forces de Laplace sur les deux tiges. Et ensuite, ces deux tiges étant maintenant en mouvement, parce qu'un courant va circuler dans les deux tiges vont subir une force, le mouvement des deux tiges va être affecté, ce qui va affecter l'espacement entre les deux tiges, et donc à nouveau la variation du flux magnétique, et tout ceci reboucle. Donc on voit en particulier qu'on a un passage mouvement vers électrique. Donc là, on a le passage du méca vers l'électrique. Donc forcément, dans les équations électriques, ne manqueront pas d'apparaître les vitesses des tiges. Et réciproquement, des équations électriques vont jouer sur le mouvement des tiges. Et là, on a l'électrique qui va contre-réagir sur le mécanique. Donc, dans l'exercice d'induction, vous avez toujours ce double phénomène de couplage électromécanique, d'accord, avec le mécanique qui agit sur l'électrique et ensuite, simultanément, l'électrique qui agit sur le mécanique. Donc, nous aurons bien sûr des équations couplées et en partie dans les équations du mouvement, nous aurons l'apparition du courant électrique. Donc, ces équations étant couplées, on ne pourra les résoudre que concomitamment. Il faudra ensuite les découpler, on ne pourra pas résoudre l'une sans l'autre. Donc maintenant que alors on peut dire ceci et on pourra aussi faire apparaître en temps voulu des questions de loi de Lenz. Il est bien évident que lorsque le courant va apparaître dans le circuit, il devra avoir un certain signe tentant à s'opposer au déplacement de la tige 2 qui a donné naissance au phénomène d'induction. Voilà. Donc on va essayer de mettre tout ça en place maintenant dans la suite de l'exercice en remplaçant ce raisonnement qualitatif par un raisonnement plus quantitatif, mais je dirais que toute la physique est déjà plus ou moins écrite, au moins dans les grandes lignes. Donc on va attaquer dans l'ordre, en fait, simplement. Donc j'ai redessiné le circuit dans un cas général, donc les pointillés représentaient le circuit initial, et je vais représenter maintenant par x1 de t et x2 de t les positions des tiges à un instant t quelconque. Alors j'ai mis les résultats, on va les retrouver rapidement ensemble. On va commencer par appliquer la loi de Faraday. Donc la loi de Faraday nous dit que la force électromotrice ici va être égale à moins d sur dt de la variation du flux. Alors un point très important que je vais signaler, c'est que tout ce que j'ai fait en rouge, avant de commencer l'exercice, je commence bien sûr par orienter mon circuit. Je choisis une orientation
Cette orientation, elle s'impose au circuit, en particulier au DL, qui va nous servir dans la place. Elle nous sert aussi à l'orientation du courant I qui va circuler. Elle va s'imposer aussi à la force électromotrice qui, en convention générateur, bien sûr, est orientée dans le même sens que I. Enfin, l'orientation du circuit, d'après la loi de Stokes, va également imposer l'orientation du contour lorsqu'on calculera le flux. Donc vous ne pouvez réellement commencer l'exercice que lorsque vous avez écrit tout ceci. En particulier, ici, lorsqu'on va faire le calcul du flux, c'est-à-dire de l'intégrale double de BDS, eh bien on peut écrire ça maintenant. Quand on va écrire ceci, donc on a moins d sur dt, de l'intégrale double de b qui est selon uz, et par orientation, on voit que le ds également est selon uz. Donc uz scalaire uz va faire 1, et le b étant uniforme et ne dépendant pas du temps, je peux le sortir à la fois de l'intégrale spatiale et de la dérivée temporelle, et pour l'instant j'ai un moins b, d sur dt de la surface. Et pour la surface du circuit, ou son aire plus exactement, eh bien on voit qu'on va avoir une certaine... on voit qu'on va avoir la surface qui se calcule assez aisément par le fait qu'on a un côté A. Et maintenant, il faut prendre l'autre côté du rectangle. Pour l'autre côté du rectangle, on a une longueur de départ qui est L0. On rajoute cette distance x2 à un instant quelconque et on retranche la position x1 de la tige 1. D'accord? On voit bien que la largeur, c'est toujours A et la longueur, la distance entre les tiges en trait plein, c'est la valeur initiale 0 plus x2 moins x1. Et lorsqu'on termine le calcul simplement, en fait A est fixé, et en fait L0 ne jouera pas parce que L0 est constant, on se fiche de sa valeur, et ça fera moins BA. Et il nous restera à dériver par rapport au temps simplement le terme x2 moins x1, et on obtiendra simplement moins BA V2 moins V1. Voilà. Notez que la valeur L0 n'a aucune importance, donc on aurait pu même l'oublier dès le départ, et donc ne vous dites pas trop avec cette question-là, il faut vraiment se concentrer sur les variations de surface. Donc, même si vous ne pouvez pas calculer la valeur de la surface de départ, c'est sans importance. Ce qu'il faut faire apparaître, c'est les variations de surface dues au déplacement des tiges. C'est la seule chose importante. Donc, nous avons ici la force électromotrice. Ensuite, si on néglige l'inductance propre, le circuit est vraiment très simple. On a ici la force électromotrice due à la mutuelle avec le B extérieur. Et simplement, en convention générateur, on redessine le circuit. Il y a deux résistances R sur 2 pour chacune des tiges qui fait une résistance totale R. Donc simplement, bon, la loi des mailles s'écrit juste I égale E sur R. On peut compléter très légèrement l'idée en disant qu'on a I qui vaut donc E sur R. Et finalement, en remplaçant l'expression de E, on trouve que I, c'est moins BA V2 moins V1 sur R. On peut à ce moment-là faire une première analyse du résultat en termes de signes et de loi de Lenz. En particulier, on voit que dans les premiers instants, donc là on peut mettre ceci en évidence, on peut dire que le signe moins est lié à la loi de Lenz, comme je vais l'expliquer maintenant. Dans les premiers instants, on lance la tige 2 vers la droite, et donc dans les premiers instants, V2 va être positif, V0, et vu l'inertie de la tige 1, à l'instant initial, la vitesse de la tige 1 est nulle. Donc dans les premiers instants, V2 moins V1 est forcément positif, et donc le courant est négatif. Regardons comment j'ai défini le courant. Le courant circule comme ceci, dans la tige 2. Donc il va être montant, d'accord. Quand vous allez faire le DL, qui va être selon Y, avec le I négatif, ça va faire un DL selon moins UY, enfin IDL qui va être selon moins UY, avec un B qui est selon UZ, le UY vectoriel UZ fera UX, mais avec le moins devant, ça fera moins UX, et on aura bien une force de la place qui sera bien négative en composante sur X pour la tige 2 et qui va tenter de freiner la tige 2. Donc c'est tout à fait cohérent, d'accord. Donc en termes d'aspect mécanique, quand la tige se déplace, l'induction tente à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance en créant une force de la place qui tente à s'opposer au mouvement de la tige 2. Voilà. Bien évidemment,
physiquement, ce qui va se passer, c'est que la tige 2 partant, la tige 1 va tenter de la rattraper, d'accord, pour essayer de compenser le phénomène. Voilà, donc de même que la tige 2 va être ralentie, la tige 1 va être accélérée. Hein, forcément que la tige 1 se met également en mouvement pour tenter de rattraper la tige 2 et de supprimer l'augmentation de surface. Voilà les idées à l'œuvre. Voilà. Mais bon, encore une fois, on choisit une orientation pour I, mais rien ne dit que dans cette convention, I sera positif. D'accord, on prend simplement une convention d'orientation et ensuite la physique nous donnera le signe. Donc là, on a à peu près fait cette partie-là. Loi de Faraday, on a fait. Loi d'Émaille, on a fait. Le courant induit, on l'a trouvé. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième aspect, après l'aspect électrique plus ou moins terminé. On voit bien que dans les équations électriques, les vitesses apparaissent, l'aspect mécanique, donc élec et méga couplés. Maintenant, on va s'intéresser à la seconde partie qui est le passage du courant vers la partie mécanique. Donc, on va faire un principe fondamental de la dynamique. Donc, on va par exemple le faire pour la tige 2, pour la tige 1, c'est tout à fait similaire. Donc, je fais le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel du laboratoire. Pour la tige 2 et tout ça, je projette sur l'axe UX de déplacement. Je néglige les frottements et j'ai simplement M dV2 sur dt qui sera la force de la place sur la tige 2, scalaire UX, et donc la force de la place, on va y aller tranquillement ensemble, on aura donc I, la longueur de la tige c'est A, pardon, ce n'est pas L, c'est A. A va être dirigé selon UY, vectoriel B qui est selon UZ, et scalaire UX, donc UY vectoriel UX va faire du UX, scalaire UX ça fait 1, et on a simplement IAB. Voilà. Maintenant, si on veut faire le second PFD, eh bien, quand on va faire le calcul, il y aura bien I, mais simplement le DL sera le L sera en moins AUY. On va revoir tout ça sur le figure. Je vais remettre la figure un instant et vous allez voir ça simplement. Et la force du deuxième sera en moins IAB. Voilà. Donc on comprend le résultat et on voit bien que si une des tiges est freinée, l'autre est accélérée. Hein, n'oublions pas que le I, on le voit ici, va être négatif dans les premiers instants. Donc on aura bien une force négative sur la tige 2 et une force positive sur la tige 1 selon UX. D'accord. Donc pour le calcul, là vous voyez le DL sur la tige 2 va sur les plus UY, alors que le DL sur la tige 1 va vers les moins UY. D'où ce changement de signe. Pour le reste, ça ne change pas grand-chose. Alors maintenant, l'idée c'est qu'on a des équations qui sont entre guillemets doublement... Enfin, il y a trois inconnus qui sont ici les deux vitesses et le courant, et qui sont liées par trois équations où apparaissent à la fois le courant et les vitesses. Donc il va falloir on ne peut pas résoudre les équations indépendamment. Hein. Vous ne pouvez pas résoudre cette équation-là toute seule parce que on a le courant qui dépend du temps ici, et de la même façon, les vitesses ici dépendent du temps. Donc pour réussir à s'en sortir, alors là il y a une petite astuce parce qu'en fait les deux forces sont opposées. Donc ce qui fonctionne bien en fait c'est simplement de sommer les deux équations qui sont là. Donc je les ai juste en dessous, je vais les reprendre ici. Donc si on appelle cette équation 2 et cette équation 1 en respectant le nom des équations, si on fait simplement 1 plus 2, on va constater assez facilement que ça fait en fait m d sur dt de V1 plus V2, bien qui fera 0, parce qu'on a un terme et son opposé. Et donc finalement, eh bien, vu que la dérivée de la somme fait 0, ça veut dire que quel que soit t en toute rigueur positif, parce que l'équation est écrite pour des temps positifs, V1 plus V2 de t égale constante, mais par inertie des tiges, leur vitesse est forcément continue. Et donc on peut appliquer la valeur en V égale T 0 plus qui vaut la valeur en V égale T 0 moins. Et ça vaudra donc 0 pour la première et V0 pour la deuxième. Donc on voit en fait que quel que soit T, maintenant qu'on a fait la continuité, on peut reboucler en 0. Et quel que soit T positif ou nul, on n'a que V1 de T plus V2 de T fait V0. Donc avec ce résultat-là, il va être assez facile maintenant. Je peux peut-être terminer le découplage dès maintenant, oui, je vais essayer de faire le découplage maintenant, complètement. Donc si je reprends l'équation, je vais donc avoir que m d
de V2 sur dt. D'accord? Alors, on va reprendre ici, c'est AB. Et le I, on se rappelle que le I, ça vaut moins BA, V2 moins V1 sur R. Donc, je vais recopier ça. Moins BA sur R. V2 moins V1. Ce qui fait moins B carré, A carré sur R. Et alors, V2, on va le garder. Parce qu'on a déjà V2 ici. Et on fait moins. Alors, ben, V1, c'est V0 moins V2. Donc, ça va faire, on va tout écrire, V0 moins V2. Et ce qui fait finalement moins B carré A carré sur R. Et en fait, ça fait 2V2 moins V0. Ce qui finalement, si on termine maintenant, tout ceci va nous donner d de V2 sur dt plus 2 B carré A carré sur MR V2 égale B carré A carré sur MR V0. Et on va pouvoir terminer. Je vais continuer maintenant la résolution, mais là on a bien avancé. Maintenant, on peut réécrire cette équation un tout petit peu différemment. On peut déjà retenir ce premier résultat qui est déjà assez intéressant. On va juste le réécrire un tout petit peu. Bien évidemment, on va introduire un temps caractéristique taux. Donc sans grande surprise, je vais introduire un taux qui vaut en fait MR sur 2 B carré A carré. Donc on reconnaît la constante de temps. Cette constante de temps, elle vous dit finalement en combien de temps le phénomène d'induction va agir. Donc sans grande surprise, on va avoir la masse au numérateur. Hein. Si la masse est plus grande, bien, les tiges vont mettre, pour une même force de Laplace, les tiges vont mettre plus de temps à changer de vitesse. Ensuite, si la résistance était plus grande dans le circuit, les courants, parce que ce qu'on va générer, c'est une force électromotrice. Donc à force électromotrice donnée, si la résistance est plus grande, les courants sont plus petits et l'action des forces de Laplace s'en trouve réduite. Donc l'effet d'induction s'en trouve réduit. Le cas limite, c'est si vous ouvrez le circuit. Vous avez qu'à ouvrir le circuit. Dans ce cas-là, la résistance du circuit devient infinie. Il n'y a plus de courant qui passe. Et il n'y a plus de force de Laplace. Et la tige 1, elle continue son chemin sans être affectée. Et sa vitesse reste V0. D'accord? Ensuite, bien évidemment, en revanche, le champ magnétique apparaît au dénominateur. Si le champ magnétique est plus intense, les effets d'induction vont être plus forts. Il apparaît au carré parce que le champ magnétique apparaît deux fois. Hein. Le champ magnétique apparaît une première fois dans la loi de Faraday. Donc si on a un champ magnétique plus intense, on va avoir une force électromotrice plus intense. Et d'autre part, le champ magnétique réapparaît pour la force de Laplace. Donc il apparaît deux fois. C'est pour ceci que vous avez un B carré. Voilà. Et ensuite, la taille du circuit va jouer également sur les dimensions, la longueur de la tige pour la force de Laplace. Et les questions de flux. Alors, maintenant, on peut réécrire donc l'équation. Ben, ici, ça fait donc que d de V2 sur dt plus V2 sur taux va être égal, alors il y a un facteur 2, ça doit être V0 sur 2 taux, si on vérifie tout ça. Donc pour la résolution, ce n'est pas extrêmement compliqué. On sait que la solution générale va être la somme de deux termes. La solution générale de l'équation son second membre, qui est simplement le classique exponentielle moins t sur taux, et la solution particulière, on annule, on cherche une solution constante, vu que le second nombre est constant, et on voit que V de t égale V0 sur 2 fonctionne. Ça, c'est quel que soit t positif. Maintenant, simplement, on va utiliser la condition initiale, avec V2 en t égale 0 plus égale V2 en t égale 0 moins égale V0, et ça doit faire V0 sur 2 plus A. Donc on en déduit que A vaut V0 sur 2. Et en reportant dans le résultat ci-dessus, donc on combine ceci et cela, on trouve assez facilement que, maintenant, vu qu'on a raccordé la solution par continuité, on a quel que soit t positif ou nul, on trouve que V2 de t, c'est la relation qui est fournie, c'est V0 sur 2, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Et le premier résultat, bien, c'est facile parce que pour V1, il suffit de se rappeler que avec V1 de t plus V2 de t qui doit faire V0, donc vu que la somme doit faire V0, il est assez clair que V1 de t
vaudra simplement V0 sur 2, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. D'accord, l'équation de V1 est extrêmement proche. D'accord, vous avez simplement à faire ceci et vous avez la réponse. Donc on peut vérifier rapidement quelques résultats simples. On voit que on retrouve bien sûr que V2 en 0, c'est bien V0. Hein. Si on applique ici, on a 1 plus exponentielle 0, donc 2 sur 2 qui fait 1. Et on a que V1 en 0 est égal à 0, 1 moins 1. D'accord, donc toujours vérifier quand vous faites la résolution, faire une petite coquille de signes, donc toujours bien vérifier que le cas initial est bien retrouvé à la fin des fins, même si ça doit être normal, parce que vous l'avez posé ce cas initial, mais il faut quand même le retrouver. Et un résultat plus intéressant, c'est que la limite de V1 de t va être égale à la limite de V2 de t, et quand t tend vers plus l'infini, et c'est égal en fait à V0 sur 2. Alors la valeur exacte n'est pas forcément le problème ici, mais le point important c'est que la vitesse finale est la même. Alors pourquoi on conserve de la vitesse? On pourrait se dire que l'énergie va être dissipée par effet Joule et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vitesse. Alors en fait non, c'est un peu particulier, c'est basé sur le fait qu'il n'y ait pas de frottement, mais en fait voilà ce qui va se passer si on revient sur l'idée, c'est que au départ la tige 1 part, la tige 2 pardon, part, la tige 1 tente de la rattraper, et en fait la tige 2 perd de la vitesse, donc partant de V0 sa vitesse s'abaisse, la tige 1 subit une force qui est positive, donc sa vitesse augmente, et elles vont se croiser à une vitesse moitié. Ce n'est pas forcément trivial de montrer que la vitesse c'est moitié, mais en tout cas, il y a un moment où les vitesses vont se croiser. Quand les vitesses se croisent, dans ce cas-là, si on reprend la formule ici, on voit que E c'est moins BA V2 moins V1, ou que I c'est moins BA V2 moins V1 sur R. Donc ce qui est certain, c'est que quand V1 de t égale V2 de t, ça entraîne qu'en fait I de t égale 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les deux tiges vont avoir la même vitesse, il n'y a plus de variation de flux. Parce que ici, le phi, il est maintenant constant. Quand les deux tiges se déplacent à la même vitesse, il n'y a plus de variation de flux, donc il n'y a plus de force électromotrice, donc il n'y a plus de courant. Donc, la force de la place, elle fait 0. Enfin, les forces de la place font 0. Et donc, on retrouve un mouvement inertiel. Donc, une fois que les deux tiges atteignent la même vitesse, il n'y a plus de phénomène d'induction, les deux tiges se déplacent à la même vitesse, la section du circuit ne change plus et le mouvement redevient inertiel. Bon, ça c'est un peu théorique parce que du fait des frottements et des petits à-coups, il y aura toujours des petites différences de vitesse qui vont apparaître et donc là, il y aura toujours des petits changements de section qui vont toujours recréer un petit peu d'induction. Voilà, donc il y aura bien un arrêt bien évidemment du phénomène. Voilà, mais en théorie, voilà le résultat. Donc cette petite subtilité. Maintenant, on peut terminer par une étude énergétique. Donc, pour l'étude énergétique, j'ai repris les principales équations. Après, la méthode énergétique est toujours à peu près la même. Il s'agit simplement de multiplier les équations mécaniques par la vitesse et les équations électriques éventuellement par I pour trouver les équations, donc l'équation de la loi d'Émaille par I pour trouver des puissances électrique. Donc je vais commencer par là, donc c'est assez facile. Ce que je vais faire, donc je reprends ces équations, j'appelle celle-ci 2 comme je l'avais appelé, j'appelle celle-ci 1, et je vais simplement faire V2 fois 2 plus V1 fois 1 de façon symbolique. Et donc je vois que je vais faire apparaître des dérivées exactes, hein. J'aurai d de V2 sur dt fois V2, la même ici, donc je vais avoir que d sur dt de m sur 2 V2 carré plus m sur 2 V1 carré. Donc ça, c'est ce qui apparaît au premier terme. Et au second terme, j'ai IAB V2 moins IAB V1. Je factorise un petit peu tout ça. Je vois que ça fait IAB fois V2 moins V1. Et simplement, j'ai plus qu'à utiliser le résultat d'avant, qui est ici. Donc maintenant, je vais utiliser ce résultat qui est ici. Alors plutôt pour conserver la résistance, l'intensité, pardon, vous allez voir pourquoi. Et donc, je vois en particulier que ce terme-là, oui, je vais remplacer ce terme-là, qui est ici également, et ça fait moins RI, d'accord? Et donc, je vais donc obtenir moins
Alors plutôt pas ici, la flèche n'était pas forcément très bien placée ici, je vais l'effacer et la refaire. La flèche, elle n'était pas là en toute rigueur. Je voulais plutôt faire cette flèche ici. Voilà, cette flèche avait plutôt vocation à être là. Voilà, donc j'injecte ici mais la formule qui m'arrange, c'est-à-dire le moins BAV, et ça fait moins RI carré. Et là on reconnaît la puissance par effet Joule. Donc que va-t-il se passer? Ce que nous dit cette équation, c'est que si l'énergie cinétique du dispositif change, diminue, c'est parce que l'énergie est dissipée par effet Joule. Donc ça se passe en deux temps en fait. Il faut comprendre que l'énergie est d'abord sous forme mécanique, elle est transférée à la force électromotrice qui génère de l'énergie électrique par E fois I, et cette énergie électrique est in fine dissipée par effet Joule. Voilà, donc ceci est bien sûr négatif et on perd de l'énergie cinétique. Simplement maintenant, si on termine en intégrant, on peut finir par intégrer de 0 à l'infini, de d sur dt des énergies cinétiques 1 plus énergie cinétique 2, d'accord, égale moins intégrale de r I carré dt, ça c'est l'intégrale dissipée par effet Joule sur l'ensemble du mouvement. Et en fait, bon là, la dérivée est exacte, d'accord, donc on peut facilement intégrer. Ça fait EC1 final plus EC2 final, moins EC1, 0, mais lui il vaut 0, il n'y a pas d'énergie cinétique au départ, moins EC2, 0, égale moins intégrale de 0 à l'infini de RI carré dt. Et en fait, si on reprend le crochet, ici en final on a 1 demi de m et V0 sur 2 carré, plus 1 demi de m, à nouveau V0 sur 2 carré, et moins 1 demi de m, V0 carré. Ça, c'est le terme ici, le EC0. Et si on fait le calcul, alors on va avoir combien? On a un quart et un quart, qui fait un demi, mais avec le demi devant, on a à nouveau un quart, moins un demi, on a donc moins un quart, vous vérifierez, mais enfin, si on prend le temps de calculer, ça doit faire moins un quart de m V0 carré, et donc finalement on conclut que l'énergie dissipée par effet Joule, qui correspond à l'intégrale de l'énergie des puissances dissipées par effet Joule, ça représentera un quart de m V0 carré, j'ai simplement enlevé les signes moins qui étaient ici et là finalement, et ce qui représente la moitié de EC initial. Donc si on fait le bilan, en fait, l'énergie totale du dispositif, donc au début vous avez de l'énergie cinétique, 1,5 de mV0 carré, il y en a la moitié qui va être dissipée par effet Joule, et l'autre moitié qui va être conservée dans l'énergie cinétique des deux tiges à la fin, qui ont chacun une vitesse V0 sur 2. Voilà. Bon, voilà pour l'exercice, donc j'ai déjà fait assez long, je ne vais pas trop continuer, mais l'intérêt de cet exercice, donc bien commencer à avoir ça en tête, d'accord, ce genre de raisonnement en tête. Une fois qu'on a fait ce raisonnement, normalement, les principales idées physiques sont là, il ne reste plus qu'à les écrire. Commencer à bien orienter son circuit, ça c'est fondamental, sinon tous les calculs suivants, on peut écrire un peu ce qu'on veut, les signes seront un petit peu aléatoires. Et ensuite, dès qu'on le peut, soit au niveau du champ magnétique, enfin au niveau du courant, soit en raisonnant en termes de champ magnétique induit, soit en raisonnant en termes des forces, on doit pouvoir déterminer une loi de Lenz et donc vérifier un signe dans les calculs. Ensuite, il y a toujours une étape de découplage à fournir, même si on a juste, même sans avoir la deuxième équation, il faut toujours combiner les équations pour réussir à les découpler. Bon, la résolution là ne pose pas de problème majeur, c'est souvent ce type de résolution. Et pour le bilan énergétique, toujours le PFD à multiplier par la vitesse pour obtenir les énergies cinétiques, enfin les dérivées des énergies cinétiques, et la loi des mailles à multiplier par le courant pour faire apparaître des puissances du type tension fois courant. Voilà. Donc tout ceci est assez classique, voilà, mais dans un exercice un peu plus ambitieux avec deux tiges. Voilà, je vous remercie.